qu'on a regardé quel était le coût complet de la prestation de service à la personne auprès de personnes handicapées. Alors on va commencer par les caractéristiques handicap. Je vous ai donné l'exemple de la formation tout à l'heure, et maintenant on va regarder un peu toutes les caractéristiques. Il y en a 15, il y a 23 critères qui sont inclus dans ces 15 caractéristiques, et pour vous faciliter la lecture des résultats, on a regroupé ces caractéristiques en familles. On a mis 5 familles de caractéristiques qui sont homogènes en termes d'ampleur des coûts et impact qu'ils impliquent pour les services prestataires, et qui par ailleurs répondent à une attente particulière de l'utilisateur en situation de handicap, de l'utilisateur du service. Alors quelles sont ces familles ? La première, c'est celle qui tourne autour de la connaissance, la compréhension des spécificités du handicap. On retrouve dans cette famille de caractéristiques la caractéristique qu'on a tout à l'heure détaillée sur la formation continue des intervenants, qu'on retrouve ici. Vous avez tout ce qui est autour de l'échange entre les professionnels et l'analyse des pratiques. Et vous retrouvez également l'exigence d'un niveau de qualification des intervenants qui soit de 50%, c'est-à-dire que 50% des intervenants auprès de personnes handicapées soient diplômés. Parenthèse, vous voyez bien que c'est une exigence qui va au-delà de l'agrément. C'est la raison pour laquelle elle a été retenue dans l'évaluation que nous avons fait du coût. Une deuxième famille autour du respect du projet de vie de la personne, c'est-à-dire le service s'organise pour pouvoir répondre à la diversité des projets de vie qui vont lui être soumis et auxquels il va devoir participer pour concourir à leur mise en œuvre. Il y a là-dedans l'évaluation méthodique des besoins, c'est-à-dire l'obligation d'évaluer les besoins à domicile au cours d'une première visite. Il y a le remplacement dans l'heure, qui est une caractéristique importante dans les services, c'est-à-dire je dois, ce matin, l'intervention est prévue à 6 heures, je travaille à 8 heures, l'intervenante est malade ce matin, le service s'organise pour pouvoir remplacer au plus tard à 7 heures l'intervenant de façon à ce que je puisse être à l'heure au travail. Donc le remplacement dans l'heure est dans cette notion de respect du projet de vie. De même, l'amplitude horaire. Si je prenais l'exemple du travail, ou bien profiter de loisirs en fin de journée, il faut que le service prestataire qui m'accompagne soit sur ces heures capable d'intervenir et de m'accompagner. Donc l'amplitude horaire de 6h à 23h, et puis le niveau des encadrants, puisque pour pouvoir correctement comprendre ce qu'est une situation de handicap, bien appréhender la dimension projet de vie, être capable d'adapter la prestation à ce projet de vie, il faut des intervenants qualifiés et donc l'exigence d'un niveau 3 de qualification pour les encadrants des services prestataires, enfin des équipes qui interviennent auprès de personnes handicapées. Troisième famille, la considération de la vie de la personne. Là, c'est l'idée qu'on associe la personne à l'amélioration de la qualité du service, soit par un dispositif collectif d'évaluation. Alors, dans le cadre du label Capandéo, c'est ce qu'on appelle les GLUS, les groupements locaux d'utilisateurs personnes en situation de handicap, c'est-à-dire qu'on réunit les utilisateurs pour parler avec eux de la qualité du service, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut mieux fonctionner. C'est le suivi régulier et le bilan annuel, et c'est évidemment un dispositif de contrôle interne qui permet de veiller à ce que les prestations se déroulent correctement autour de la sécurisation des prestations, essentiellement des problématiques de télégestion. Et puis enfin, pas tout à fait enfin, l'avant-dernière, c'est la garantie d'une intermédiation réussie, c'est-à-dire que, vous l'avez vu dans l'étude, on parle de caractéristiques handicap. Évidemment, si on a pu faire l'étude, c'est parce qu'on sait que les services mettent en œuvre effectivement ces caractéristiques handicap. Pourquoi on sait qu'elles le mettent en œuvre ? Parce que ces services sont soumis à un audit de labellisation qui permet de le vérifier. Et à un suivi, une surveillance tout au long du temps où ils sont labellisés. Donc un processus de contrôle interne qui a un coût pour les services. Il y a un audit à réaliser, il y a pour certains un accompagnement qui se met en place, et puis il y a le droit d'usage du label. Et enfin, le lien avec les associations, c'est-à-dire répondre présent aux groupes de travail qui sont organisés par des pôles ressources locaux en DO, avec les différentes associations du handicap, également travailler au plan national, bref, être comme ça en lien avec les représentants des personnes handicapées. Et puis enfin, dernière famille, autour de l'accessibilité de l'information, où là on retrouve la notion de formation des personnes qui sont chargées de l'accueil des personnes dans les services, où on retrouve la notion d'adaptation des supports de communication, et enfin on a introduit dans cette famille le maillage médico-social. Alors l'idée c'est que pour que le service puisse correctement informer, orienter la personne en situation de handicap, ce qui lui est demandé dans les caractéristiques handicap, pour pouvoir l'orienter vers les bons interlocuteurs sur le terrain en fonction de ses besoins, il faut que le service ait déjà un bon maillage dans ce domaine, qu'il connaisse les partenaires, notamment du secteur médico-social, et qu'il soit capable de faciliter le parcours de la personne handicapée en détenant la bonne information. Donc accessibilité de l'information. Voilà les 5 familles de caractéristiques sur lesquelles on va maintenant regarder quels sont les coûts. Alors,
sur la connaissance, compréhension des spécificités du handicap, on retrouve la formation continue que j'ai déjà évoquée, donc je ne reprends pas ce sujet-là. On retrouve les temps d'échange et d'analyse des pratiques professionnelles qui ont un coût brut de 49 centimes et un impact net de 25 centimes. Vous avez compris que je ne vous refais pas le détail de comment on a calculé, hein, tout ça est dans le rapport, ce serait beaucoup trop long. Donc là, je vous donne les résultats. Et la notion d'intervenant sélectionné, donc l'exigence notamment de qualification des intervenants, qui a un coût, et c'est celui-là, le coût le plus important, il est là, avec 79 centimes par heure facturés aux personnes en situation de handicap. En termes d'impact net, donc au total, cette famille, c'est 2 euros par heure, et son impact net est de 1 euro. La différence entre les deux, c'est toujours pareil, c'est ce que les services faisaient déjà auparavant et qui était déjà inclus dans leur coût de fonctionnement. Alors, sur cette famille, c'est la famille de caractéristiques qui est la plus coûteuse, à la fois en coût brut et en impact net. Alors pourquoi? On a quelques indicateurs, vous en trouverez beaucoup d'autres dans le rapport, mais évidemment, on parle là de réunion de service, on parle de temps d'analyse des pratiques. Ça veut dire des temps travaillés rémunérés pour les intervenants au domicile, mais qui ne s'effectuent pas auprès des personnes en situation de handicap. Donc il y a des temps, alors anciennement on appelait ça de manière abominable les heures non productives. On sait tous que c'est exactement le contraire. C'est parce qu'on fait de l'analyse des pratiques, c'est parce qu'on fait des réunions de service qu'on est plus efficace, qu'on répond mieux à la demande. Et ça correspond à peu près entre 1,8 et 2,5% d'équivalent temps plein. C'est temps passé au titre des caractéristiques handicap en dehors de la présence des utilisateurs ou des clients. La différence entre les deux, pour le 2,5%, c'est notamment pour les nouveaux intervenants auprès de personnes handicapées, puisque les services doivent avoir un accompagnement très proche des nouveaux intervenants, c'est-à-dire avec un entretien hebdomadaire pendant 6 mois avec le nouvel intervenant auprès de personnes en situation de handicap, ce qui évidemment accroît le temps dit non productif. Un effet sur les rémunérations, puisque l'exigence de qualification fait qu'effectivement, au lieu de rémunérer 100% de personnes non diplômées, il faut quand même que j'en rémunère au moins 50% de diplômés, et souvent plus en réalité dans les services, ce qui amène à un coût brut de 50 centimes. C'est-à-dire que le prix de cette exigence de qualification des intervenants, c'est 50 centimes d'euros par heure prestés auprès des personnes en situation de handicap. Là encore, vous trouverez dans le rapport des éléments détaillés sur les niveaux de rémunération dans les services qui nous ont répondu, hein, avec des données extrêmement intéressantes. Deuxième famille, le respect du projet de vie. L'évaluation méthodique des besoins et la mise en œuvre du remplacement dans l'heure est autour de 40 centimes en termes de coût. En termes d'impact net, vous l'avez à côté, c'est 12 centimes. Alors, pourquoi cette différence d'ailleurs? Parce qu'en fait, beaucoup de services, je crois que c'est plus de 70% de mémoire, soit de 73% d'entre eux, effectuaient déjà ce remplacement dans l'heure. Simplement, ils n'étaient que 23% à le contractualiser dans le contrat de prestation avec l'utilisateur. Mais ils étaient déjà très nombreux à le faire. Donc, ils ont bien le coût. Par contre, en termes d'impact net, il était réduit puisqu'ils faisaient déjà ce remplacement dans l'heure. Vous avez ensuite sur les responsables compétents en matière de handicap, c'est la fameuse qualification de niveau 3 que j'évoquais tout à l'heure, donc qui a un coût brut de 33 centimes, un impact net de 4 centimes. Pourquoi? Parce que dans l'immense majorité des situations, les services avaient déjà des encadrants pour les équipes handicap qui étaient avec ce niveau de qualification. Et puis l'adaptation au projet de vie avec l'histoire de l'amplitude horaire de 6h à 23h. Alors, je m'arrête là-dessus 2 secondes parce que je sais que quand on voit 6 centimes pour la nuit, ça paraît très faible. Je vous explique pourquoi. Quand un service réalise 1 heure de nuit, ça ne coûte pas 6 centimes de plus que quand il fait une heure la journée. Hein. Bien sûr. Là, on est bien sur un rapport, c'est-à-dire je fais 1000 heures qui correspondent à du travail de nuit sur 10 000 heures d'intervention auprès de personnes handicapées. Le surcoût sur mes 1000 heures de nuit, nous l'avons rapporté sur les 10 000 heures prestées auprès de personnes handicapées. Hein. Donc évidemment, ça change forcément le montant. Mais notre objectif à nous, c'est bien d'évaluer un coût moyen pour l'ensemble de la prestation auprès de personnes handicapées. Ce qui fait que ce coût varie beaucoup selon la part que représente le travail de nuit dans l'activité du service. Et dans les services qui ont effectivement des interventions qui s'échelonnent donc entre 6h et 7h, entre 21h et 23h, ça va de 0,1% de leur activité à, pour un service, jusqu'à 54% de son activité qui est faite sur ces créneaux horaires-là. Évidemment, pour celui qui a la moitié de son activité qui se déroule durant des heures de nuit, le coût, il n'est pas de 6 centimes. Hein. On est plutôt entre 60 et 80 centimes de majoration moyenne du coût horaire pour les personnes en situation de handicap.
Alors, on voit bien que là, on part d'un coût brut très élevé, c'est le plus élevé de toutes les familles, un impact net plutôt réduit, tout simplement parce qu'en fait, beaucoup de ces caractéristiques, les services les mettaient déjà en œuvre avant de rentrer dans le processus de labellisation. Je passe à la troisième famille, sur la considération de la vie de la personne. Alors, on retrouve le suivi régulier de la prestation, 15 centimes en coût brut, 8 centimes en impact net, le bilan annuel du projet d'intervention, on retrouve la sécurisation des prestations que j'évoquais tout à l'heure, essentiellement la problématique de la télégestion, et puis le dispositif d'évaluation collective de la qualité. Sur le suivi régulier de la prestation, il y a dans cette caractéristique deux notions, c'est-à-dire que le suivi de la prestation n'est pas le même selon qu'on a affaire à un nouvel utilisateur au sein du service, c'est-à-dire qu'on commence une prestation auprès de la personne en situation de handicap, ou que c'est un ancien client. Dans le premier cas, l'exigence de suivi de la prestation est plus serrée puisqu'il faut rappeler l'utilisateur 5 jours après le début de la prestation, qu'ensuite il faut avoir des entretiens tous les 3 mois la première année avec la personne pour s'assurer que les choses se passent correctement, ce qui n'est pas la même chose pour des clients qui étaient déjà là l'année auparavant, pour lesquels on a un contact tous les 6 mois obligatoire pour veiller à ce que la prestation se déroule bien. Ce qui fait que le suivi régulier de la prestation, le coût brut, varie aussi selon le nombre de nouveaux clients que le service a eu dans l'année. C'est-à-dire plus un service a de nouveaux clients dans l'année, plus son coût brut du suivi régulier est évidemment important à supporter. Alors, et donc en faisant cette enquête, on a remarqué qu'en moyenne, pour les services qui nous ont répondu, sur l'année qui a été étudiée, 38% des utilisateurs en situation de handicap de ces services étaient en fait des nouveaux utilisateurs pour le service concerné. Pour certains, c'est moins, pour d'autres, c'est encore plus. Et évidemment, plus ce pourcentage est élevé, plus le coût du suivi est important. On retrouve là aussi une notion que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, qui est cette notion un peu d'investissement au moment du début du développement du service, qu'il faut pouvoir amortir sur le cycle, sur 3 ans à peu près. Quatrième famille, les garanties d'une intermédiation approfondie. Donc ça, c'est les processus d'audit, éventuellement d'accompagnement, le droit d'usage du label. C'est la participation aux réunions avec les associations du handicap. C'est de devenir un acteur finalement aussi du secteur du handicap. Donc c'est une famille de caractéristiques qui évidemment a un coût brut plutôt faible, un impact égal au coût brut puisque par définition, avant de rentrer dans la démarche de labellisation, ces coûts n'existent pas. Donc voilà, on est à 17 centimes au total. C'est pour ça qu'on n'a pas mis d'ailleurs la colonne impact net, c'est parce que c'est la même tout simplement. Enfin, dernière famille, l'accessibilité de l'information. On revoit les 3 caractéristiques que je vous ai présentées tout à l'heure. Je ne redétaille pas et on est donc à 13 centimes de coût brut et 8 centimes d'impact net. Alors cette famille-ci a des caractéristiques coût brut plutôt faibles au regard des 2 premières familles notamment qu'on a pu voir. Le vrai impact là-dessus, il est surtout de la formation des personnels d'accueil et le tutorat qui est exigé quand une nouvelle personne est chargée de l'accueil, elle doit être tutorée. Pour les tutorer, pour se performer en termes d'accueil, d'écoute des personnes en situation de handicap. Et puis aussi une petite précision, c'est que les coûts sur les supports de communication adaptés ont été ici amortis sur 3 ans. C'est-à-dire que le groupe d'experts qui a travaillé sur cette étude a considéré que ce n'est pas tous les ans qu'on refait évidemment les supports de communication, le livret d'accueil, le questionnaire de satisfaction, etc. Donc on se dit on le fait une fois tous les 3 ans et donc le coût complet a été divisé par 3 pour prendre en compte sur une seule année. Voilà pour la dernière famille. Donc en ayant dit ça, on a balayé en termes de coûts et d'impact toutes les familles. On retrouve ici, je ne veux pas détailler, c'est pareil, c'est un graphique que vous avez dans le rapport. Simplement, il est intéressant parce qu'il montre bien là où sont les coûts et impacts nets les plus forts, c'est-à-dire dans les 3 premières familles, les connaissances spécificités du handicap, le respect du projet de vie, la considération de la vie de la personne. Et on voit que les 2 autres familles sont moins impactantes. Et ça donne une bonne représentation de où se concentrent les coûts et où doit se concentrer l'attention de l'ensemble des parties prenantes pour faire en sorte que les coûts soient bien reconnus, qu'ils soient bien pris en charge, de façon aussi à ce que les personnes en situation de handicap n'aient pas de reste à charge in fine dans le prix qu'ils ont, enfin dans le prix de la prestation. Alors, si on agrège tout ça, on arrive au résultat qui s'affiche ici. Vous avez en termes de coût brut une moyenne pondérée par l'activité de chacun des services qui est à peu près de 3,60 € par heure auprès de personnes handicapées. Un impact net qui est nettement inférieur, qui est environ d'1,50 € ou 1,80 €, autour pour l'impact net, c'est-à-dire un service aujourd'hui
qui n'est pas encore complètement adapté au regard des caractéristiques que nous avons, nous, étudiées, hein, et qui souhaite le faire en moyenne, en termes de coût de revient, ça représente 1,80 € de plus en termes de coût de revient par heure presté auprès de personnes en situation de handicap. Évidemment, on sait tous que dans le secteur de l'aide à domicile, il n'y a pas de tarif unique, il n'y a pas d'homogénéité des organisations des services et c'est normal, a fortiori quand on demande à s'adapter, à individualiser la réponse. Et par conséquent, mettre une moyenne comme ça a un sens statistique, mais dans la réalité sur le terrain, il vaut mieux raisonner en termes de fourchette. Compte tenu de tout ce qui est contenu dans l'étude qu'on a réalisée, on arrive à l'idée que sur le coût brut des caractéristiques handicap, des 15 caractéristiques que j'ai mentionnées, hein, pas des choses qui sont faites en plus, et pas de ce qui relève du fonctionnement ordinaire d'une prestation standard de service à la personne telle que l'agrément demande que les services la réalisent. On est dans cette fourchette de coût brut de 3 à 5 euros. En termes d'impact net, on est dans une fourchette de 1,50 € à 3,50 €. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de services qui sont au-dessus de cette fourchette. J'y reviendrai tout à l'heure parce que cette fourchette est en réalité un minimum pour un certain nombre de raisons que je vais évoquer. Mais voilà les deux fourchettes sur lesquelles on arrive pour le coût brut des caractéristiques handicap. Alors vous vous souvenez que tout à l'heure j'ai dit, on commence par regarder les caractéristiques handicap, on s'intéresse ensuite au coût complet de la prestation de service à la personne. Alors comment on a fait? Ah oui, pardon, j'oubliais un élément avant important. Sur les résultats, quand les services prestataires répondaient à notre questionnaire, bon, quand ils étaient enfin arrivés au bout, qu'ils étaient très fatigués, apparaissait en bas du questionnaire le résultat pour leur service. C'est-à-dire qu'ils voyaient en direct le coût brut et l'impact net s'afficher pour leur service. On leur posait donc naturellement la question, et au fait, vous en pensez quoi? Parce que nous, on a travaillé sur une grille, on a fait ça avec plusieurs services d'horizons différents, de tailles différentes. Donc, a priori, on pense qu'on ne s'est pas trop trompé, mais vous, de votre place, quand on parle de votre service, vous en pensez quoi? Et au final, 80% des services répondent ou bien que le résultat est conforme à ce qu'eux-mêmes estimaient par ailleurs, avec leurs propres méthodes, avec leurs propres évaluations, ou bien que, bon, le résultat, d'accord, mais vous êtes quand même un peu en dessous de la réalité. Voilà. Donc 80% des services disent c'est conforme ou un peu en dessous de la réalité. A l'inverse, 10% des services disaient vous êtes un peu au-dessus de la réalité pour ce qui me concerne. Et puis, vous avez un petit volant de 10% de services, 13% de services qui n'ont pas répondu parce qu'ils disaient mais nous, on n'a pas eu l'occasion encore de se pencher sur cette question. On intervient auprès de personnes handicapées, on n'a pas regardé combien ça nous coûtait, donc on ne sait pas dire si l'évaluation que vous faites est plus importante ou moins importante que la réalité du coût qui est le nôtre. Mais c'est une minorité des services répondants. La grande majorité dit, et d'ailleurs pour le conforme, on est presque à 60% des services qui nous disent c'est conforme. Et 20% qui nous disent bon, vous êtes quand même un peu en dessous de la vérité. C'est important d'avoir ça en tête, et c'est aussi pour ça qu'on a parlé de fourchette. Parce qu'on ne prétend pas avoir là une donnée scientifiquement déterminée, vraie pour tout le monde. Pas du tout. On est sur un secteur où on sait que les choses sont évidemment éminemment plus complexes. Alors, j'en viens maintenant à la prestation complète de service à la personne. On retrouve le graphique que vous avez vu tout à l'heure, que vous n'avez pas oublié, avec notre carré gris, qui est le coût de l'agrément, le carré violet, qui est celui des coûts qu'on vient d'évoquer, et le jaune au-dessus qui est les prestations plus. On sait maintenant que le coût brut des caractéristiques est entre 3 à 5 euros par heure auprès de personnes handicapées. On sait également que l'impact net il est de 1,5 à 3,5 euros. On sait aussi, je ne vous l'ai pas encore dit, mais par la deuxième enquête qu'on a réalisée, que le prix de vente auprès des personnes est en moyenne à 21,08 euros quand on inclut les frais de déplacement. Et donc évidemment la question qu'on se pose, mais au fait, l'agrément lui, c'est-à-dire très concrètement, pour faire une prestation de service à la personne standard et respecter l'agrément, combien ça coûte? Ça coûte 17,59, ça coûte 19,40, bref, on n'en sait rien. Et je vais vous dire, nous-mêmes aujourd'hui, après avoir fait l'étude, on ne le sait toujours pas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas notre objet. Nous, on n'est pas légitime pour aller se poser la question de savoir combien ça coûte de mettre en œuvre l'agrément. Ceci dit, on avait bien besoin, néanmoins, de poser une hypothèse pour pouvoir regarder quel pouvait être le coût complet de la prestation. Alors, on a raisonné en hypothèse. On s'est dit, bon, évidemment, dans notre secteur, la première référence qui vient en tête, c'est le tarif horaire de la PCH. Donc, comme ça, assez naturellement. Sauf qu'évidemment,
on sait d'abord qu'il n'y a pas eu d'étude de coût préalable pour fixer le montant du tarif horaire de la PCH prestataire. Donc, bon, vous savez que c'est 170%, je crois, de la rémunération horaire brute d'une auxiliaire de vie sociale au cours de la première année d'intervention la concernant, bon, avec une ancienneté d'une année, que ce tarif est inférieur au prix de vente qu'on a observé, et par ailleurs qu'il est inférieur au tarif de la CNAV, qui est aujourd'hui en semaine à 19,40 € et qui, lui, pour le coup, alors on peut en sourire aujourd'hui, mais a fait l'objet d'une étude de coût à l'origine. Je crois que c'était à la fin des années 70, et qui ensuite a peu ou prou suivi l'évolution des rémunérations dans le secteur de la branche de l'aide à domicile, et qui, ces dernières années, a d'ailleurs été revalorisé bien plus que la valeur du point dans la branche de l'aide à domicile, puisque la valeur du point n'a pas bougé dans le secteur de l'aide à domicile depuis 2009, comme la PCH d'ailleurs, puisque les deux sont liés. Alors on s'est dit, bon, ce 19,40, c'est un peu plus que la PCH, dont on a vu qu'a priori elle est quand même assez loin de couvrir le coût de l'agrément. Elle est quand même en dessous du prix de revient, et comme dans le prix de revient, les services y mettent quand même les coûts liés à l'adaptation au handicap. On sait bien que le prix de revient à 21 €, ce n'est pas que l'agrément, c'est aussi une partie des adaptations qu'ils ont réalisées pour répondre aux personnes handicapées. Bon, on s'est dit c'est un entre-deux, donc hypothèse, on prend le 19,40. Je redis, hypothèse. Nous, on prétend absolument pas que le coût de l'agrément soit 19,40 €. D'autres sont en train de travailler le sujet dans le cadre d'une étude nationale de coûts. Ils y répondront à cette question et on verra bien quelle est la réalité. Mais pour nous, on s'en tient au 19,40, mais ayons bien à l'esprit qu'on est bien sur une hypothèse, parce que si ce n'est pas 19,40, mais que dans la réalité c'est 21 €, la fourchette finale que je vais vous présenter tout à l'heure, évidemment, elle est donc au-dessus de celle que je vous présente, par définition. Alors, on a eu deux approches pour évaluer ce coût de la prestation complète. La première qui a été de dire, bon ben, on prend notre coût de l'agrément, enfin notre hypothèse de coût de l'agrément, et puis on y ajoute le coût brut. Vous vous souvenez du graphique de tout à l'heure. Et puis on s'est dit, on va vérifier notre hypothèse avec une autre méthode qui est de dire, bon, les services, ils ont aujourd'hui un coût de revient avant d'adapter pleinement leurs prestations qui, peu ou prou, doit couvrir, on espère, leurs charges. Mais on sait que ce n'est pas toujours le cas, puisqu'un certain nombre ont des difficultés économiques importantes. Mais on s'est dit, on va ajouter à ce prix de revient, à ce coût de revient pour eux avant labellisation, l'impact net qu'on a évalué avec eux. Et on va regarder si les deux montants sont proches. Alors c'est ce qu'on a fait dans l'exercice suivant. Vous retrouvez à nouveau le graphique qu'on a depuis le début. Vous avez ici le coût de l'agrément, puisque maintenant on a dit que c'était 19,40, donc ça c'est la nouveauté. Par contre, vous retrouvez le 3,60, 350, 3,57, peu importe, le 1,80, le 21,08, et puis les prestations plus au-dessus, sur lesquelles nous on n'ira jamais. Donc on n'a pas du tout chiffré ces prestations plus. Encore une fois, un service qui fait du 24-24 en mode prestataire, il va être évidemment au-dessus de notre fourchette. Ça va de soi. Donc là, vous avez les éléments qui sont posés. Alors, avant de donner le résultat complet, mais vous pouvez faire l'addition vous-même, avant de faire ce coût complet, je fais un petit détour par le reste à charge pour les personnes en situation de handicap. C'est un élément extrêmement important, puisque si on part sur l'hypothèse que le coût de l'agrément est à 19,40, la PCH, elle est à 17,59 €. Elle est à 17,59 €. Ce qui veut dire que, très concrètement, quand une personne en situation de handicap va payer 21,08 € en moyenne, la PCH ne prend que 17,59 €. On est là sur des tarifs semaines, on n'est pas rentré dans le détail week-end, etc. Et donc, ce qui lui fait un reste à charge de près de 3,50 € par heure en moyenne. Quand on est sur des plans d'aide qui chiffrent en plusieurs dizaines d'heures d'intervention ou d'accompagnement, plusieurs centaines d'heures parfois, vous voyez bien à quel point les restes à charge peuvent être extrêmement importants. A fortiori auprès de personnes en situation de handicap qui, pour un certain nombre d'entre elles, ont des ressources particulièrement faibles, en tout cas plus faibles que la population en général. Donc un reste à charge à 3,49 €. Ça, c'est le résultat de la deuxième enquête qu'on avait faite. Maintenant, en termes de prix complet de la prestation. Évidemment, si on additionne les deux, on est ici autour de 23 € en moyenne pour le coût complet de la prestation. Si on regarde de l'autre côté, on arrive à 22,88. Vous voyez qu'en termes d'ordre de grandeur, les écarts ne sont pas majeurs. Et donc, on est bien, là, on touche à une réalité concrète, économique, vécue par les services sur le terrain.
Je vous ai dit tout à l'heure qu'on préférait quand même raisonner en fourchette. Là, je suis obligé, compte tenu de l'agrément, du prix de vente, où on a une donnée moyenne, de vous mettre des moyennes. Mais je préfère les fourchettes parce qu'elles me paraissent beaucoup plus représenter la réalité vécue sur le terrain. Les voici. Je reprends mon coût d'agrément à 19,40 €. Je reprends les 3 à 5 € de coût brut. Je remets l'impact net pour information. Parce que ça, c'est le réel effort que les services ont à réaliser en moyenne pour vraiment être répondre pleinement aux 15 caractéristiques que j'évoque depuis le début de cette présentation. Et donc l'ensemble donne une fourchette comprise entre 22,40 € et 24,40 €. C'est une fourchette, c'est un minimum qui repose, je le redis, sur une hypothèse ici discutable. Bien. Je poursuis. Pour conclure, en termes de préconisation, je resynthétise juste les résultats en vous disant qu'on a vu la fourchette, 3 à 5 € pour le coût, avec une moyenne à 3,60 €. On a vu un impact net entre 1,50 € et 3,50 €, avec une moyenne à 1,80 €. Encore une fois, les moyennes pondérées, quand on regarde les graphiques pour les services, c'est en fait ce vers quoi tend un service au fur et à mesure qu'il développe son activité, qu'il assoit son organisation, etc. Mais la fourchette concrète est entre 3 et 5 €, 1,5 et 3,5. Dans la fourchette, les services se déplacent. Plus j'ai de personnes très dépendantes auprès desquelles j'interviens tard le soir et où il faut des remplacements dans l'heure, plus le coût est élevé et plus je suis dans le haut de la fourchette, voire même je peux la dépasser si j'ai vraiment très majoritairement des publics très dépendants, ce qui peut être le cas de services très spécialisés auprès de personnes très dépendantes. De même sur l'impact net. Le coût de la prestation, on vient de le dire, 22,40 à 24,40 avec une moyenne autour de 23 €. Sur la PCH et le reste à charge, je redis que nous avons un reste à charge moyen de 3,50 € par heure en semaine. Dans l'étude, on parle aussi le week-end où là on monte jusqu'à 7-8 €. Par ailleurs, ce sont des moyennes. Les écarts peuvent être nettement plus importants. Et c'est normal compte tenu des coûts auxquels les services ont à faire face. Le fait est que s'ils veulent effectivement proposer une offre de service, il faut que le prix de vente corresponde quand même à leur coût de revient. Des précautions. Alors, il y en a toute une série dans le rapport où on vous explique, avec ces fourchettes, ces données, tous les éléments de complexité, les éléments de finesse avec lesquels il faut manier les résultats. Bon. J'en ai retenu que 3 pour ce matin. La première, c'est que Andéo a publié un rapport sur la formation en début de cette année, sur la formation des intervenants professionnels, dans lequel était inscrit la notion qu'aujourd'hui tous les acteurs partagent de valorisation de ces métiers, de revalorisation des carrières et des rémunérations dans le secteur de l'aide à domicile. Il va de soi que notre fourchette à nous, elle s'appuie sur les rémunérations d'aujourd'hui, qui sont, dans la plupart des cas, le SMIC, éventuellement légèrement amélioré. Vous avez les chiffres dans le rapport. Donc, si on devait effectivement revaloriser les rémunérations dans le secteur, et c'est souhaitable, les acteurs qui avaient été réunis sur le rapport formation étaient unanimes sur le sujet, alors évidemment, on est au-dessus de la fourchette que nous avons présentée, qui elle s'appuie sur des rémunérations d'intervenants d'aujourd'hui. Deuxième remarque, les coûts peuvent varier évidemment au-delà de la fourchette, d'une part parce que certains vont réaliser des prestations qui n'ont pas été évaluées dans le cadre des 15 caractéristiques handicap, et d'autre part parce qu'en fonction des publics accompagnés, des niveaux de dépendance de ces publics, du besoin de l'ampleur de l'accompagnement qui est nécessaire, des besoins de coordination avec d'autres intervenants au domicile, l'infirmière, un autre service médico-social, etc. Les coûts peuvent être évidemment plus importants. Là, on est bien sur des moyennes, donc on est sur une fourchette minimum. Et puis enfin, bien sûr, tous les facteurs habituels de variation de coûts, mais là qui vont plus porter sur le coût de l'agrément que sur le coût des caractéristiques handicap, c'est-à-dire est-ce que j'ai beaucoup de déplacements à faire entre différents utilisateurs de mon service? Est-ce qu'au contraire, ils sont plutôt à proximité, voire dans des appartements partagés? Est-ce que, etc. Et tout ça, évidemment, influe beaucoup aussi sur le coût de revient de la prestation. Pour finir, les 3 préconisations qui concluent l'étude. La première, c'est, on a vu le coût de l'agrément, nous on est sur une hypothèse, donc il faut l'évaluer ce coût de l'agrément. Naturellement, on attend beaucoup de l'étude nationale de coûts qui a été lancée là très récemment par la DGCS dans le cadre du comité national de pilotage de la refonte de l'aide à domicile. Pour répondre à cette question, est-ce que notre hypothèse comme ça de 19,40 est bonne ou au contraire est-ce qu'on est au-dessus?
Et puis quelle fourchette? Parce que là aussi, très probablement, il n'y aura pas une donnée unique pour chaque service, pour les raisons que je viens d'évoquer, mais probablement des fourchettes. Deuxième élément, on l'a vu avec le reste à charge, qui, à un moment donné, obère la possibilité d'accéder au service ou de réaliser complètement le plan de compensation qui a été décidé par la CDAPH ou par la MDPH. Et donc là, sur cette notion, nous, on est assez attentifs à ce que va produire le groupe de travail qui vient d'être décidé à l'occasion du dernier CIH, enfin du premier et dernier CIH en date, c'est-à-dire le groupe de travail qui va être animé par François Chérec, qui doit réaliser des travaux fin de cette année, début de l'année prochaine, autour de l'accès aux droits sociaux des personnes handicapées. Et ce groupe doit notamment identifier les difficultés d'ordre financier, notamment, pour pouvoir accéder aux droits sociaux. Précisément, on trouve pertinent que cette question du reste à charge pour accéder aux services d'aide à domicile puisse être traitée aussi dans le cadre de ce groupe pour regarder finalement dans quelle mesure ce reste à charge aujourd'hui doit être absolument réduit. Et puis enfin, un dernier élément qui lui vient recoller avec les travaux en cours dans le cadre du Comité national de pilotage de l'aide à domicile, c'est l'idée de pouvoir prolonger les travaux, parce que là en fait c'est un point de départ, de prolonger ces travaux pour regarder quels sont les facteurs de coût liés cette fois-ci aux difficultés rencontrées par les personnes dans la vie quotidienne, dans leur participation à la vie sociale et citoyenne, c'est-à-dire très concrètement de regarder quels sont les facteurs de coût. Par exemple, est-ce que c'est plus cher d'intervenir auprès d'une personne qui elle-même a plusieurs professionnels qui interviennent au domicile avec lesquels il faut se coordonner, plus cher qu'une personne chez qui on intervient pour aider à l'entretien du logement sans trop de prestations complémentaires. Voilà pour les travaux qu'on souhaiterait pouvoir prolonger par la suite. Et j'en ai terminé. Place à la discussion. Merci. Alors double merci Guillaume. D'abord pour la pédagogie que tu développes là, parce que c'est finalement une question assez compliquée tu auras mis les moyens de nous permettre de comprendre le travail qui a été réalisé, et y compris les limites de ce travail. Puis double remerciement, puisque je surveille la pendule, et on avait dit 1 heure, et tu es resté dans l'heure, donc c'est très bien. Juste avant d'ouvrir la discussion, repréciser 1 ou 2 choses. Vous avez compris la démarche et le projet d'Andéo. Premier élément, les personnes en situation de handicap, pour pouvoir réaliser leur projet de vie et vivre le mieux possible à domicile, ont besoin de trouver des services qui soient adaptés et compétents. Qu'est-ce qu'on a fait ? Le président l'a rappelé tout à l'heure, on a créé un référentiel. Parce que la qualité, ça peut être tout et n'importe quoi. Encore fallait-il se mettre d'accord sur, bon, qu'est-ce qu'on met après tout dans le panier de services. Et c'est bien la démarche que nous avons menée au cours de l'année 2010. Et M. Bridel le rappelait tout à l'heure, une démarche qu'on a essayé de faire la plus consensuelle possible, en mettant autour de la table quasiment toutes les parties prenantes. Première démarche. Alors, d'accord, on a défini la qualité, on a défini ce qui doit être dans le panier de services. On ne pouvait pas se désintéresser de la seconde question, qui est celle de l'accessibilité à ces services. C'est pas le tout de faire des services qui sont bien adaptés, très compétents, etc. Si après, les personnes en situation de handicap ne peuvent pas y accéder, on a fait un bel exercice, mais pas très efficient. Et c'est bien sur ce deuxième thème que nous avons souhaité abonder la réflexion. Et Guillaume l'a dit à plusieurs reprises, nous ne prétendons pas avoir fait le tour de la question. Nous ne prétendons pas que ce rapport est un rapport absolument final, etc. De notre point de vue, ça n'est qu'une contribution. L'idée, c'est vraiment de pouvoir ouvrir des discussions sur cette question extrêmement importante qui conditionne la réalisation du projet de vie des personnes en situation de handicap. Et donc voilà, c'est une contribution, elle a ses limites. On pourra au moins pas nous reprocher de ne pas avoir été transparent quant à la méthodologie, vraiment, et vous le verrez encore mieux dans le rapport qui va vous être remis. Vraiment, vous avez tous les détails.
on a été, j'allais dire, on a essayé d'être le plus clair possible sur l'algorithme, si je puis dire. Hein, c'est-à-dire comment on a procédé, comment on arrive là. Et y compris en appelant l'attention sur un certain nombre d'écueils, comme Guillaume vient de le faire. Voilà. Donc je voulais, peut-être pour conclure la présentation et avant de vous donner la parole, préciser cet élément-là. Et à vous maintenant d'intervenir. Alors peut-être pour faciliter les échanges, alors toujours, comme on vous l'a dit tout à l'heure, emparez-vous d'un micro et veillez à ce qu'il soit allumé, et puis vous présentez. Merci à vous. Ça marche ? Noël Boutier de TSA Travail Social Actualité. Alors la question que j'avais posée et qui avait interrompu l'exposé assez brillant, c'était de savoir si, puisque vous parliez des deux conventions collectives services en gros lucratifs et d'un côté et de l'autre côté l'associatif, il me semble que c'est janvier 2013 que vous avez fait cette étude et c'est à ce moment-là, il me semble que la nouvelle convention collective s'est appliquée. Donc je ne sais pas si vous êtes tenu compte parce qu'en fait elle s'est mise en place, mais c'est mis en place très progressivement dans les associations. Donc je ne sais pas si les coûts que vous indiquez, même si ça reste, à mon avis, la différence reste assez marginale. Ce qui m'a interrogé, moi, c'était le deuxième critère, là, le deuxième groupe de critères qui s'appelle adaptation au projet de vie, je crois, un truc comme ça. Et en fait, le coût, l'impact net est assez faible. Je crois que c'est moins de 20 centimes. Et je me suis dit, donc ça veut dire que les services, globalement, répondent bien à la nécessité d'intégrer, enfin de respecter, voire d'accompagner le projet de vie des gens. C'est-à-dire que donc ce sera un point plutôt positif, si j'ai bien compris, l'interprétation qu'on peut en faire de ça. C'est pas pour un jugement de valeur, mais c'est quand même que d'un côté, il y a 80 centimes de coût brut et de l'autre côté, il y a 20 centimes de coût net, enfin d'impact net. Oui, alors quelle lecture vous faites un peu de ces différences entre les coûts bruts et l'impact net, puisque je trouve que la méthode est très intéressante à ce niveau-là, c'est de mesurer ce qu'il faut faire et ce qui est déjà fait. Voilà pour l'instant. La question de la convention collective, vous avez raison. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a effectivement anticipé dans l'évaluation des coûts concernant les entreprises commerciales la mise en œuvre de cette convention. Notamment sur le travail de nuit, il y avait un certain nombre d'éléments comme cela où on a en fait appliqué la convention collective comme s'il l'appliquait déjà depuis un certain temps. Ça, c'est le premier élément, c'était pour ne pas être trop en décalage au moment où on publierait l'étude et la réalité des services. Sur le respect du projet de vie lui-même, sur cette famille de caractéristiques, effectivement, ce qu'on observe, c'est que pour les services qui ont répondu à l'enquête, qui sont, je rappelle, des services labellisés Capandéo, donc des services qui ont fait le cheminement de vouloir entrer dans la démarche, étaient des services qui, avant d'entrer dans cette démarche, étaient effectivement déjà bien en avance sur cette question d'adaptation autour de la question du projet de vie. Voilà, et c'est effectivement ce qu'on observe. Si je regarde, vous avez... voilà, sur l'évaluation, par exemple, des besoins à domicile, 3% des services n'évaluaient pas les besoins à domicile. 3%. Bon, c'est marginal. C'est-à-dire que l'ensemble des autres le faisaient absolument, bien sûr. Donc c'est pourtant quelque chose qui peut avoir un coût brut, le déplacement à domicile, le temps passé, les temps de rédaction, des bilans, etc. Mais de fait, c'est un impact net extrêmement réduit parce qu'en réalité, il le faisait déjà auparavant. Vous avez de même le remplacement dans l'heure que j'ai évoqué, qui est celui qui coûte le plus parce qu'on l'a évalué, nous, à partir de la mise en place d'un dispositif d'astreinte. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question avec les experts qui étaient dans le groupe, les responsables de service, les gérants de service, les directeurs de service. On s'est dit, mais c'est quoi le meilleur dispositif qu'on peut prendre un peu standard pour pouvoir réaliser ce remplacement dans l'heure? Et tout le monde s'est accordé à dire, a priori, c'est le système de l'astreinte, c'est-à-dire qu'on est tombé sur l'idée que quand j'ai 15 intervenants sur le terrain, il faut que je prévoie d'avoir un intervenant en astreinte au cas où l'un des 15 serait absent de manière inattendue. Et donc pouvoir procéder à ce remplacement dans l'heure. Évidemment, l'astreinte, ça a un coût tout à fait significatif. Mais il se trouve que la plupart des services, là je regardais, c'est 70% d'entre eux réalisaient déjà le remplacement dans l'heure. 50% totalement et 20% partiellement. C'est-à-dire qu'ils le faisaient quand ils pouvaient, je suppose, mais en tout cas, ils avaient déjà cette démarche-là. Donc en réalité, il n'y a que 30% des services qui ne faisaient absolument pas le remplacement dans l'heure. Je dis que, je ne devrais peut-être pas dire que, parce que 30% c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire pour une personne en situation de handicap qui a sur son territoire des services qui ne sont pas labellisés Capandéo, elle a quand même une chance sur 3 de tomber sur un service qui ne lui fera pas le remplacement dans l'heure. Ce qui est évidemment un vrai souci pour la personne en situation de handicap.
une fois qu'ils sont labellisés, qu'ils ont fait la démarche, évidemment, ils organisent ce remplacement dans l'heure avec la mise en place d'une astreinte le plus souvent. Donc effectivement, ce que vous dites est juste, et c'est pour ça qu'on évoquait la loi de 2002, mais pas seulement, mais c'est l'idée que tout cet état d'esprit de réponse individualisée, d'essayer d'adapter la réponse aux besoins de la personne à ses attentes, est quand même déjà bien imprégné dans la tête de beaucoup de services, en tout cas des services qui rentrent dans la démarche de labellisation Capandéo. C'est ça que ça révèle. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Il me semble qu'il y en avait une troisième, non? Je voudrais compléter. Vous n'avez pas du tout introduit. Alors je sais que c'est un sujet qui fait polémique et que nous, quand on écrit le secteur lucratif, on a nos lecteurs lucratifs qui gueulent en disant mais on n'est pas là pour faire de l'argent. Malgré tout, ils sont quand même là dans une structure privée. Est-ce que vous avez fait un différentiel? Par exemple, le point 2 qui me semble pour moi un des plus importants, là, le respect du coût de la vie, le respect du projet de vie. Est-ce que vous avez fait vous avez comparé les résultats du secteur associatif et du secteur dit lucratif? Et alors, complémentairement à cette question, il y a un internaute qui pose la question. Quels sont les... Le micro était là. Il n'est pas lié? Ah, excusez-moi, oui. Complémentairement à votre question, monsieur, il y a un internaute qui pose cette question en disant quelles sont les actions menées auprès des conseils généraux au sujet des différences d'aide accordées selon que les personnes handicapées utilisent des services agréés ou des services autorisés. Alors, je te laisse oui. répondre Alors, sur sur la première question, et je te laisse sur la seconde. Sur la première question, honnêtement, étudier les différences de coûts entre les deux conventions collectives, en réalité, c'est de ça dont on parle, impliquerait une étude à soi seule, parce que donc c'est pas un sujet qu'on a travaillé nous, on s'est pas amusé à aller regarder les associations, elles sont plus chères ou elles sont pas plus chères, les entreprises, etc. Parce qu'en fait, dans la réalité concrète, il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, d'organisation, comment j'ai organisé mon accueil, comment j'ai organisé mes remplacements dans l'heure, etc., qui impactent tellement plus. Et puis les qualités du public auprès duquel on intervient qui jouent énormément sur les coûts de revient. Donc on ne s'est pas amusé à faire cette comparaison, ce n'était pas l'objet de notre étude, et ça nécessiterait une étude à part entière. Par ailleurs, on a observé qu'effectivement, comme c'est d'autres facteurs qui impactent, en réalité, vous pouvez avoir des services entreprises commerciales plus chers que des associations, inversement, enfin bref, vous avez absolument tous les cas de figure. Après, on pourrait aussi parler de fiscalité qui n'est pas la même. Tout ça nécessiterait effectivement d'être regardé dans le détail, ce n'est pas du tout l'objet de notre étude, donc on n'a pas traité ce point-là. Et donc pour revenir, oui, sur le traitement accordé, je dirais, par les conseils généraux, alors évidemment, ce point-là n'a pas manqué d'apparaître dès, je crois, la première réunion que nous avons tenue avec le groupe expert que vous a présenté tout à l'heure Guillaume, la première réunion. On fait un peu un tour de table avec les directeurs de service en disant, bon, alors dans votre département, comment ça se passe, etc. Et j'ai encore en mémoire, effectivement, un directeur de service moi, dans mon département, le département dit c'est la PCH, toute la PCH, mais que la PCH. Bon. Et sa voisine, c'est une voisine d'à côté, dit moi dans mon département, en fait, je suis tarifé à 25,40 €. Alors bon, ça suffit évidemment à marquer les écarts qui peuvent exister aujourd'hui dans les pratiques, mais bon, on le découvre ici autour de la PCH et des réponses à apporter aux personnes en situation de handicap. On sait bien qu'en même temps, cette question-là ne se pose pas que pour les personnes en situation de handicap, ça concerne y compris les personnes âgées. J'ai envie de dire à cet internaute, écoutez, voilà, on vient de verser au débat un outil qui doit servir à objectiver autant que faire se peut les différentes caractéristiques et leur impact financier. On espère que ça va effectivement pouvoir permettre d'engager un débat, des discussions là-dessus. Et je redis, on ne prétend pas avoir fait le tour de la question. Certainement que ces travaux sont perfectibles, mais au moins, Andéo fait une première contribution, j'allais dire. D'autres questions, d'autres réflexions ici autour de la table, et je ne vois pas arriver de questions, mais il faut peut-être que je fasse quelque chose.
Alors, vous trouverez dans le rapport, je vois qu'il y a une question. Oui. Donc Christine Louis-Guérin pour UNA. Moi j'avais juste une interrogation parce que vous avez parlé d'un prix de vente à 21 € et d'un coût complet à 23 €. Du coup ça fait une différence pour les structures. Est-ce que vous avez par cette étude eu connaissance de difficultés des structures justement qui s'engagent dans une activité qui leur tient à cœur mais qui donc financièrement apparemment ne peuvent pas faire face aux coûts qui sont engendrés? Alors il y a 3 éléments. Le premier, c'est des tensions dans les organisations des services. C'est-à-dire que pour réussir à contenir l'impact sur le prix du coût, chacun essaye de trouver les bons bouts de ficelle d'organisation, etc., qui permettent de faire un moindre coût. Avec tous les risques que cela peut représenter en termes de qualité finale. Mais il y a ce souci d'optimisation permanente, d'essayer de trouver entre 2 solutions. Je prends celle qui est en même temps la moins chère et qui néanmoins garantit de respecter les caractéristiques handicap qu'on a évoquées jusqu'à présent. Le deuxième élément, c'est que, notamment sur la question de la formation, par exemple, dont on a vu que c'est un coût extrêmement important, les directeurs, les responsables de service nous ont dit quoi? Ils nous ont dit, mais la formation, on nous demande, et on a besoin de faire du prévisionnel sur la gestion des emplois et des compétences. On a donc besoin de se projeter dans le temps. Or, le financement de la formation, lui, nous impose d'être sans arrêt dans des recherches de financement particulières d'une année sur l'autre, d'être sans arrêt dans du montage de dossiers pour réussir à financer avec d'énormes incertitudes sur le fait d'avoir le financement ou de ne pas l'avoir, des arbitrages à réaliser, bref, un contexte de gestion extrêmement difficile pour eux sur un poste très important. Mais le fait est que quand ils obtiennent ces financements, principalement via les OPCA, mais pas seulement, ils vont aller répondre à des appels à projets de telle fondation, de tel autre organisme privé pour essayer de compléter les budgets formation. Et donc évidemment, quand ils réussissent à avoir ces recettes-là, ils ne traduisent pas dans le prix de vente le coût de la formation, d'où cet écart. Et puis le troisième élément, c'est bien sûr les difficultés économiques. C'est-à-dire que très concrètement, des services se trouvent à devoir, pour avoir de l'activité, être sur un coût inférieur à ce que leur coûte vraiment la mise en œuvre du dispositif. Et si, à la recherche d'un financement en dehors du prix de vente, ils ont un refus, le fait est qu'ils ont bien réalisé les prestations, qu'ils ont bien les charges qui vont avec, qu'ils ont formé les gens, mais s'ils n'ont pas les recettes sur lesquelles ils escomptaient, des écarts existent et des déséquilibres économiques peuvent exister. Et dans le secteur, on sait qu'ils sont importants. Alors moi je ne vois pas remonter d'autres questions du chat, mais alors je ne sais pas s'il y a un problème technique ou si nos internautes sont tellement abasourdis par la présentation de Guillaume que du coup ça leur coupe la parole, enfin l'écriture au moins. Non, je plaisante Guillaume, tu sais bien. Voilà. Monsieur Colas, la CNSA. Merci. Alors d'abord je voulais saluer la qualité de l'étude qui est au demeurant pas loin d'être une première dans le secteur, effectivement, tout à fait d'actualité. En revanche, j'avais une interrogation sur les modalités de calcul. Ce à quoi vous ne vous êtes pas risqué, vous nous laissez faire la soustraction pour calculer le reste à charge. J'ai bien compris. En revanche, vous ne prenez de base que le tarif PCH arrêté par le ministère à 17,59. Or, ce n'est pas le seul tarif de référence, puisque lorsque le service est agréé, c'est le service autorisé et tarifé, c'est le service reconnu par le tarificateur, donc le président du Conseil général, qui est opposable, qui en général est plutôt au-dessus du tarif PCH. Et dans la mesure où vous avez pas loin de 70% en volume horaire, qui est votre facteur de pondération des heures, on peut supposer quand même que le reste à charge, il existe certes, mais il est moins important, voire beaucoup moins important que ce que l'on pourrait faire par une simple division entre le coût net, l'impact net, et les 17,59. C'est un élément de pondération qui me semblerait important à au moins à mentionner. Alors ça me permet de faire une précision. Ça me permet de faire une précision qui est que ce reste à charge, c'est une moyenne des restes à charge observés dans les services. C'est-à-dire que ça n'est pas le résultat d'une simple